Alors, mes premiers rapports avec la rivière, je suis d'origine, je suis autochtone, indigène de base. Et mes premiers rapports avec la rivière, c'est quand j'étais au collège. On faisait le mur quand on avait 13-14 ans, le mercredi, et on allait se baigner au thé. C'est au-dessus du pont du Calavon sur la route de Céreste. Il y avait des trous d'eau qui étaient alimentés. Le Calavon coulait toute l'année, jusqu'à Arles, il coulait toute l'année. Et on se baignait là. Au retour, on avait les serviettes toutes fraîches autour. Ça montait facile. Mais alors, vous vous baignez, vous trempiez les pieds ou Ah non, complètement. Moi, j'ai appris à nager, là. Hein. Ouais, oui, oui, oui. Et moi aussi. Maintenant, il n'y a rien. Maintenant, c'est sec. Complètement sec. Lors de mes premières rencontres avec les gens du pays, je suis frappée par leur discours. En l'espace de 50 ans, le cours d'eau semble s'être métamorphosé et dans le même élan, les usages qui l'accompagnent. On me parle de baignade, de moulin à eau, de jardin, mais j'ai en face de moi l'image d'un lit de cailloux. En 1926, j'étais pas née. Même si ça a l'air, j'ai l'air d'être très très vieille, mais j'étais pas née. Mais par contre, madame, la grand-mère Ravotte, la mère de Raymond Daubert, elle a assisté aux inondations, les fameuses inondations, et ils avaient peur que l'eau passe sur le pont, auquel cas il aurait forcément entraîné. Non, c'est pas passé sur le pont. Mais par contre, l'eau, elle était particulièrement sale, de toutes les couleurs. De temps en temps, il y avait du rouge, de temps en temps, il y avait du boueux, en fonction de ce qui était détruit plus haut. Et ils voyaient passer tout ce qu'il y avait dans les cours de ferme, des cages de poules, des volailles, des échelles, voilà, toute espèce de trucs, des paniers à salade, je ne sais pas tout ce qu'elle m'a raconté. Voilà. Et bon, ils étaient à Saint-Pierre, donc ils n'avaient pas peur de l'inondation, c'est légèrement plus haut, mais ils venaient voir ça en se disant, on ne le verra plus. De tout temps, quand même, l'eau a été précieuse, puisque j'ai découvert récemment une lettre d'un prêtre en 1822 qui écrit que les gens manquent d'eau et qu'il a essayé de creuser un puits dans la cour du presbytère, et puis il est tombé rapidement sur le rocher et ses moyens ne lui permettent pas d'aller plus profond, et il supplie humblement qu'on lui vienne en aide pour creuser un puits, pour donner de l'eau à ses paroissiens. Et il a cette phrase merveilleuse, il dit mourir pour le roi, mourir pour ma foi, c'est quelque chose de concevable dans mon état. Mais mourir de soif, avec un point d'interrogation. Suite à 5 années consécutives de sécheresse entre 2003 et 2007, une étude a été menée par les gestionnaires du bassin afin d'en comprendre les causes. Il s'est alors avéré que le Calavon-Coulon était déficitaire. Il n'y a plus assez d'eau dans la rivière pour garantir l'équilibre entre les usages et le fonctionnement du milieu aquatique. Serait-ce devenu une rivière sans eau? Qu'est-il arrivé au Calavon-Coulon? Ce film, je l'ai construit autour des témoignages de ceux que j'ai rencontrés et je vais essayer de vous faire partager ce qu'ils m'ont transmis. Pour comprendre ce qui a mené à cette situation d'assèchement, il faut d'abord s'intéresser aux caractéristiques géologiques, climatiques et biologiques de la rivière. On
poste précédent, j'étais en Corrèze, donc sur le plateau de Millevaches, qui est un peu le château d'eau de la France au niveau des rivières et de l'eau. Et quand je suis arrivé ici pour faire mes entretiens au parc, j'ai pris un peu le temps avant de faire le tour justement des cours d'eau qu'il y avait ici. Et ma première réaction, ça a été non, mais ils n'ont pas besoin de techniciens rivières ici, il n'y a pas d'eau dans les rivières. Parce qu'ici, on gère des situations extrêmes. En pourtour méditerranéen, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est trop d'eau ou pas. C'est-à-dire qu'en période estivale, et même période des fois hivernale, automnale, on a très peu d'eau dans les cours d'eau, donc des situations d'à sec. Et à l'inverse, on peut avoir des phénomènes de crues torrentielles violentes. Mes premières années, quand je suis arrivé ici, la difficulté, ça a été de gérer un peu ces aspects-là et de prendre conscience un peu de ces aspects-là et d'adapter ma vision de gestion des cours d'eau sur ces choses-là. Je crois pouvoir dire que le Calavant est un personnage qui a 3 dimensions, on pourrait dire, hein, 3 dimensions qui sont des dimensions, je dirais, géomorphologiques. Là, je vais être un peu plus savant. La première dimension, c'est sa source, qui n'est pas une source luberonienne, qui est une source des monts Vaucluse. Sa source, c'est Banon. C'est effectivement même la station d'épuration de Banon. Alors il descend là, cette vallée qui fait un circuit nord-sud, tout à fait. Alors c'est sa première phase. Et puis il est obligé de faire sa place. Alors là il nous crée une trouée hydrogéologique magnifique qui sont les gorges de Penette. Et pour moi, jusqu'à ses restes, cette phase nord-sud, pour moi, est surtout imposée par, je dirais, l'importance de ce paysage et cette richesse, je dirais, à la fois faunistique et floristique que nous donnent les gorges de Penette. Et alors, donc, cette partie-là, c'est la toute première partie. Là, nous nous arrêtons et le Calavant va se trouver donc confronté au massif du Luberon. Il forme alors en s'évasant la vallée du Calavon, traverse la ville d'Apt, passe sous le célèbre pont Julien jusqu'à rejoindre la ville de Cavaillon où il conflue avec la Durance. Si ce voyage m'a permis la rencontre d'hommes et de femmes sur l'ensemble du bassin du Calavon-Coulon, nous nous concentrerons sur l'amont d'Apt, le Haut-Calavon, tronçon qui concentre les enjeux de la ressource en eau. Cette partie de la rivière a une particularité étonnante. Elle traverse en grande majorité des roches karstiques. Qu'est-ce que le karst ? Le paysage du karst résulte des écoulements souterrains qui se mettent en place avec le temps dans les roches carbonatées ou salines. L'eau de pluie, en tombant, au contact de la végétation, se charge en gaz carbonique. L'eau devient alors de l'acide carbonique. Lorsqu'elle va rencontrer les failles des terrains calcaires, ceux-ci vont goutte après goutte se dissoudre et s'élargir. La roche devient alors de plus en plus perméable aux eaux de pluie qui s'infiltrent en profondeur jusqu'à créer d'importants réseaux de cavités qui eux-mêmes, par la fréquence de l'eau, vont parfois créer de véritables grottes, voire des rivières souterraines à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des boyaux karstiques qui sont extrêmement importants, qui peuvent avoir 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de diamètre. Il y a même des réseaux karstiques dans les Pyrénées où on mettrait dans le vide souterrain Notre-Dame de Paris ou la Tour Eiffel, quoi. Bon, voilà, il y a vraiment des choses phénoménales. Donc sur la vallée du Calavon, on a un petit exemple comme ça. Alors je ne sais pas si les vides karstiques sont aussi importants que ceux dont je viens de parler, mais en tous les cas, il y en a. Lorsque l'eau, qu'elle provienne de la pluie, des affluents ou de la source, circule sur cette partie amont du Calavon, elle s'infiltre si vite dans le sol qu'elle semble disparaître. Mais la perte de débit, elle a existé quand même. À partir évidemment de la trouée hydrogéologique de Penette, elle a existé aussi ici, là où nous sommes, dans la fameuse, ce qu'on appelle, je crois quelquefois, l'accident géologique d'Auribeau, et qui est cette falaise qui bloquait le Calavon de la même façon, et où là il y a une perte d'eau qui est considérable, je dirais même elle est visible à l'œil nu. Quand il fait des grosses crues, très rapidement on s'aperçoit que nous avons encore beaucoup d'eau pendant des mois et des semaines, alors qu'après après le pont du Fringant, l'eau se perd.
Les nombreuses infiltrations d'eau rendent le milieu du Haut-Calavon particulièrement sensible au changement. Moins de pluie, plus de chaleur, et la rivière se retrouve à sec pendant de longs mois. Si cette fragilité impacte la ressource en eau pour l'homme, elle impose de même une adaptation à la faune qui l'occupe. La présence et l'absence d'eau rythment la vie du cours d'eau. Ces cours d'eau temporaires, ils sont extrêmement bien présents sur le territoire de la région, mais comme il n'y a pas d'eau en été, puisque c'est le caractère temporaire qui fait ça, eh bien, ils ne sont pas considérés comme des cours d'eau pour la plupart des gens. Or, lorsqu'on travaille dessus, on s'aperçoit que c'est d'une richesse écologique absolument fantastique. Toute la vie du cours d'eau tourne autour de cet assèchement. Forcément, des insectes aquatiques qui vivent dans le cours d'eau ont besoin d'eau. Et pour pouvoir se développer dans ces cours d'eau temporaires, ils ont dû s'adapter à un milieu qui était, à première vue, hostile. La première grande adaptation de tous ces insectes, la plupart sont des insectes, c'est de s'échapper du milieu. Donc c'est à ce moment-là d'avoir une phase adulte aérienne. Soit ils vont coloniser d'autres milieux et reviennent pondre quand le milieu est remis en eau à l'automne, soit ils ont des phases de résistance. Et là c'est le caractère le plus remarquable de cette faune parce qu'on trouve des larves d'insectes qui vont s'enfouir dans le substrat et arrêter complètement leur croissance. Dès que le cours d'eau est remis en eau, en 2-3 semaines, on voit déjà les larves. Le peuplement ressemble beaucoup à ce qu'on avait au printemps. Donc la grande question au réchauffement climatique, c'est est-ce que ces espèces qui sont adaptées à un insecte qui est quand même régulier, mais qui a une durée quand même limitée dans le temps, est-ce que vont réussir à s'adapter à des insectes plus tôt en saison, plus tardifs, plus long dans le temps? Enfin, si on accentue le stress hydrique, forcément, ces espèces qui sont à la limite quand même de la survie risquent quand même de disparaître. Les milieux se sont adaptés à des changements depuis des millions d'années. Là, on est en train d'évoluer d'une manière extraordinairement rapide, d'après les prévisions des changements climatiques, et on ne sait pas ce qui va se passer au niveau de la faune. Par contre, si on ne peut pas agir sur les changements climatiques autres que par des opérations de réduction des gaz à effet de serre, on peut agir sur les paramètres que l'on peut contrôler, c'est-à-dire d'origine anthropique, que ce soit les prélèvements ou les rejets. Si vous voulez, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, il ne faut pas beaucoup de réseaux anthropiques. Si vous voulez, c'est une question de résidus. Cet écoulement résiduel qui est à 2 mm3 par seconde, il faut 3 pompes pour l'épuiser. Le Haut-Calavon, en raison de son identité géographique et géologique, ne dispose naturellement que d'une faible ressource en eau. À l'avenir, le changement climatique pourrait provoquer une réduction des périodes de pluie et une augmentation de la température, impactant d'autant plus la quantité d'eau encore présente dans la rivière. Le seul paramètre sur lequel nous avons prise reste celui des prélèvements d'eau par l'homme. Y a-t-il un lien entre les assèques de la rivière et les usages en eau? Comment ont évolué depuis 60 ans les rapports de l'homme avec cette ressource si rare sur le territoire? Ah, mais nous sommes des consommateurs d'eau qui n'ont rien de commun avec ce qu'étaient nos ancêtres. Et on faisait une bugade, ça s'appelle la bugade, une lessive par an ou presque. Je dirais même que ça prouvait une richesse. Quand on était capable de faire qu'une seule lessive par an, ça voulait dire qu'on avait un grand trousseau. C'était les pauvres qui l'avaient souvent. Très curieux l'histoire. Et moi j'ai souvenir d'être allé chez ma tante, une de mes tantes où je l'ai passé quelques jours. On faisait la queue à une pompe pour avoir de l'eau à midi. Il n'y avait pas d'eau à Saint-Saturnin. Saturnin, il y avait un barrage en dessus vers le château, qui était une eau saumâtre dans laquelle on pouvait se servir pour faire sa lessive, éventuellement pour les besoins des animaux, c'est comme ça, mais on ne pouvait pas la boire. Il y avait un seul puits avec une pompe qui était près de l'hôpital, il existe toujours d'ailleurs, et on faisait la queue, j'avais un arrosoir, j'attendais mon tour pour aller chercher de l'eau pour boire, pour
le déjeuner, pour le dîner, le déjeuner. Oui, alors c'était... Et aujourd'hui, à Saint-Saturnin, il y a une piscine. Oui, alors le milieu agricole, il ne faut pas rechercher du tout, dans cette période-là, une démarche agricole productive importante. Je repense ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, l'arrosage en Calavon, les arrosats, comme on les appelait, c'était une production familiale. Alors je ne dis pas qu'elles étaient plus ou moins importantes, il y avait des jardins plus ou moins importants, ce qui ne les empêchait pas je dirais, de nourrir la famille avec leur production et peut-être d'en vendre le surplus au marché d'Apt. Pas du tout. Mais, tandis qu'après, quand on a commencé à forer, on a commencé à cultiver le melon, la pastèque et aujourd'hui beaucoup d'autres produits qui sont sortis un petit peu de la culture traditionnelle de ce pays qui est quand même un pays d'agriculture sèche. Mon père faisait déjà du melon. C'était surtout la culture du melon parce que c'est une culture spéculative, très rapide. On plante ou on sème les melons au printemps et au milieu de l'été, on est à la récolte. C'est pas comme planter un arbre fruitier ou une vigne, voilà. Et les faire au sec, ça marchait certaines années. Et puis certaines années, il n'y avait rien du tout parce qu'il ne pleuvait pas. On prenait beaucoup de précautions, on les faisait loin, on tenait la terre bien fine, pas d'herbe, etc., etc. Oui, on faisait des melons au sec. Mais les rendements étaient, comparativement à maintenant, dérisoires. Voilà. Vous me parlez, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé, là, alors, je dirais dans les espaces chronologiques de l'histoire, les années 60. Les années 60, c'est le pic de l'exode rural. C'est fini, l'exode rural qui touche nos villages s'arrête. Et nos villages vont commencer à de nouveau progresser en démographie. Et le besoin à nous va se faire sentir. Entre 1960 et 1970, le pays d'Apt se transforme. Le plateau d'Albion est choisi comme base militaire pour la défense nucléaire française et 3000 hommes s'installent sur le plateau. 874 logements sont construits sur Apt. Au même moment, Apt devient la capitale mondiale du fruit confit avec un pic de 20 900 tonnes produites en 1973. Le monde agricole, quant à lui, jusque-là familial et vivrier, s'industrialise. Le Calavon-Coulon va tristement subir cette explosion de la production, non seulement par l'accentuation des prélèvements de son eau, mais aussi par l'intense pollution émise par les rejets des usines. C'est vrai que quand on est dans un territoire aride comme le Calavon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une culture de la sécheresse importante. C'était le cas il y a plus de 50 ans, où on voyait bien effectivement la labeur liée à ce manque d'eau local. Aujourd'hui, on peut dire que cette culture de l'eau est quasi disparue, puisqu'il suffit d'ouvrir un robinet, on a de l'eau à profusion. Voilà. Bon. Voilà, donc on a des usages quand même qui changent. On a un territoire qui est en partie sécurisé sur des ressources extérieures. Les gens n'ont pas forcément cette connaissance-là. Ils n'ont pas conscience que l'eau qu'ils utilisent vient à plus de 80% soit des nappes de lac du Rance ou soit des forages profonds à plus de 600 mètres de profondeur. Il a été mis en évidence que sur le Calavon, on a une moyenne de 260 litres par jour et par habitant qui sont consommés en alimentation en eau potable. Ce qui est supérieur à la moyenne nationale, puisqu'on devrait tendre vers les 150 litres par jour et par habitant. La population change beaucoup, et les nouveaux habitants, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux habitants, viennent parfois de régions où il n'y a pas de problème. Et moi j'ai un exemple tout à fait local que je peux citer, d'un couple très sympathique venu d'un pays nordique, achetant une maison avec du terrain à Goult même, et ayant une consommation d'eau mais très importante, et venant me voir me disant on voudrait avoir le canal de Provence parce que voilà, on sait que le canal de Provence
L'eau existe, elle est même moins chère, donc au plan économique pour certains, peut parfois déclencher des réflexions. Puis tout au long de la discussion que j'ai eue avec eux, on s'est rendu compte que l'usage de l'eau, c'était uniquement pour avoir quelques mètres carrés, enfin quelques centaines de mètres carrés, bien verts toute l'année. Le fait de discuter avec eux, je leur ai dit, mais écoutez, regardez un petit peu aux alentours, regardez les propriétés voisines. L'herbe pousse, mais elle n'est pas forcément arrosée. Puis bon, il y a des plantations adaptées au territoire. Et ils sont repartis avec un autre questionnement, c'est-à-dire comment planter en Provence, près du Luberon, sans avoir une grande consommation d'eau. Il y a des gens qui se sont mis à arroser du blé, à arroser parfois des prairies, à arroser... alors ici, de ce côté-là d'Apt, il n'y a pas autant de vignobles, mais malgré tout, maintenant, on arrose le raisin, quoi. Ça, c'est très nouveau. C'est quelque chose qu'on ne faisait absolument pas il y a une vingtaine d'années. Donc, toute cette eau, il faut bien la tirer quelque part. Et oui, forcément, c'est dans le Calavon. En 60 ans, les usages de l'eau se sont considérablement transformés. Les ressources en eau du Calavon-Coulon ne couvrent plus les besoins des habitants, qu'ils soient agriculteurs, industriels ou citoyens. Plus encore, il semblerait que les pratiques n'aient plus de cohérence avec le caractère aride du territoire. La gestion de l'eau des cours d'eau méditerranéens, elle repose sur deux éléments qui en font la difficulté. C'est au moment où le climat est le plus défavorable en termes de ressources que les prélèvements sont les plus importants, donc on continue à sécher les cours d'eau, mais c'est ce moment-là aussi où on reçoit le plus de charges, puisqu'on a un développement touristique important dans notre région. Afin de combler le manque d'eau locale, la Société du Canal de Provence a creusé en 1984 une galerie souterraine depuis la Durance qui alimente en eau potable le moyen et le bas Calavon. Mais le bassin du Calavon-Coulon n'est pas le seul à dépendre de la Durance. Son immense barrage, Serponçon, couvre 75% de la ressource en eau de Provence. C'est à la fois une énorme richesse pour la région, mais un véritable talon d'Achille si la Durance venait à s'assécher. On ne peut pas tirer des tuyaux à Ville-Éternam en partant de la Durance pour aller alimenter les autres bassins versants déficitaires. La Durance aussi a besoin d'eau. Il faut savoir qu'à l'horizon 2020, le GIEC annonce des assèchements de la Durance. Le parc naturel régional du Luberon, à la fois par conscience de la fragilité de la Durance, mais également contraint par les coûts d'un tel approvisionnement, a multiplié les sources d'eau. Les forages profonds et les retenues collinaires sont les deux ressources de substitution majoritaires. Donc dans les années 2000, une des actions les plus emblématiques, ça a été la mise en place de 2 forages profonds, donc à plus de 650 mètres de profondeur, donc sur la commune de Seignon. Un forage est un ouvrage de captage vertical permettant l'exploitation de l'eau présente dans les roches du sous-sol. Les forages des Fangas sont dits profonds car ils captent l'eau à près de 600 mètres de profondeur dans la nappe captive. Cette nappe est captive car elle est compressée par des couches imperméables. Sous pression, elle va alors jaillir lors du forage jusqu'à se stabiliser à 180 mètres sous terre, simplifiant considérablement le pompage de l'eau. En 2016, 70% de l'eau potable d'Apt provient des Fangas. Quelles sont les conséquences à long terme de l'exploitation, à la fois sur le niveau des ressources souterraines et les conséquences sur les eaux et les milieux superficiels? C'est ça le vrai défi. Le discours cohérent, c'est quelles sont, dans le cadre du développement durable, les conséquences de ces prélèvements sur une vision à long terme et non pas sur une approche immédiate. Il est nécessaire de retrouver un volume d'eau de substitution. De nombreuses hypothèses ont été étudiées et celle qui a été retenue, c'est la réalisation de retenues collinaires par l'agrandissement de celles existantes déjà, il y en a quelques-unes, et par la création de nouvelles retenues collinaires. Majoritairement utilisées pour l'irrigation, les retenues collinaires sont des réserves artificielles d'eau alimentées le plus souvent en période de pluie par le ruissellement des eaux.
Sur le Calavon-Coulon, on trouvait également des retenues collinaires alimentées par de petits cours d'eau qui sont pompés en hiver. L'objectif est de stocker l'eau lorsqu'elle est présente dans le milieu afin de l'utiliser en été lorsque l'eau se fait rare. Les retenues collinaires, c'est une des façons que le parc retient pour justement que les agriculteurs aient de l'eau. Donc encore une fois, nous, on n'est pas bien d'accord parce qu'on dit qu'une retenue collinaire, ça va surtout avoir pour but d'arrêter le ruisseau qui va se déverser dans le Calavon. Donc si on veut maintenir un Calavon, on ne pense pas que c'est ce qu'il faut faire. Dès qu'on arrête l'écoulement d'un cours d'eau pour créer une retenue, on change d'écosystème. On n'est plus dans un écosystème d'eau courante, mais d'eau stagnante. Du coup, tous les invertébrés qui ont l'habitude de vivre dans un milieu où l'eau est courante et qui ont donc ce fonctionnement amont-aval sont remplacés par des espèces plus banales, on va dire, qui vivent dans des retenues qui en plus ont tendance du coup à se réchauffer et à être complètement différentes. On change complètement de système. Si ces ressources de substitution peuvent, elles aussi, porter atteinte au milieu, il semble impossible aujourd'hui de continuer à prélever davantage d'eau dans le Calavon. Ces mesures amènent même sur certaines zones du Calavon à trouver pendant les mois d'été de véritables trouées de verdure où l'eau court et les poissons se nichent. À partir du moment où il y a un moindre pompage, tout de suite, de la Bégude basse jusqu'au Parère, on retrouve de l'eau, alors qu'il y a 2 ans, le Parère était sec, avec la même canicule, avec le même temps chaud et sec. Donc effectivement, on peut apporter des améliorations très certainement. Allez, viens, petite, qu'on va te relâcher. On pense souvent à la solution de dire on va amener l'eau. Mais si on travaillait davantage dans le sens de l'adaptation des cultures, quand les gens sont forcés, ils le font très bien. Sur le plateau de Sceaux, où ils ont développé une espèce particulière de blé dur, là. Enfin, ils ont fait tout un travail. Bon, ils ont adapté le pays à la lavande, ils se sont adaptés. Quel est l'usage que l'on va faire de ce prélèvement? Ce prélèvement qu'on appelle prélèvement de secours, qui doit servir en période de crise, eh bien, dès que la période de crise est passée et qu'on est dans une crise d'abondance, cette ressource, elle sert à un nouveau développement qui va ne faire qu'accroître la vulnérabilité lorsque un nouvel événement catastrophique va se mettre en place. C'est ça la vraie question. Que ce soit les ressources collinaires, que ce soit les prélèvements d'eau souterraine, on est tous là pour dire pourquoi pas. Mais
Prenons conscience de l'aspect global de ces fonctionnements, des interactions importantes entre les eaux souterraines et les eaux superficielles, et prenons aussi conscience que toute l'eau qui va à la mer, c'est pas de l'eau perdue. À un moment donné, il avait été dit que si on arrivait sur cette petite partie de bassin versant à atteindre je ne sais plus combien d'hectares irrigués, à ce moment-là, le canal de Provence pourrait envisager de remonter des fangazes jusqu'à chez nous pour qu'on ait l'eau ici. Donc, quelque part, tout le monde s'est mis à irriguer encore plus. Ça n'a abouti qu'à une seule chose, c'est enregistrer ce qu'ils appellent la ressource locale. Parce que la Société Canal de France a considéré que la demande n'était pas suffisante pour financer les équipements nécessaires pour amener l'eau de la Durance sur le Haut-Calavon. Et moi, assez vite, je me suis fait même une idée encore pire que ça, c'est-à-dire que je me suis dit non, ça n'est pas suffisant, mais il ne faut pas qu'elle le soit. Parce que ce qui se serait passé à ce moment-là, c'est qu'on aurait modifié des pratiques qui étaient adaptées à une agriculture de pays secs, et qui fonctionnaient très bien comme ça, même si les gens y tiraient la langue, parce qu'ils ont toujours envie d'en avoir plus, mais c'était adapté. On est un petit territoire, on va dire, j'aime ce mot, qui manque d'eau. Et donc les agriculteurs qui sont là de tout temps, ils ont pris l'habitude d'économiser l'eau, de faire avec la ressource, et pas plus, c'est tout. Donc là, en gros, ils font pas plus qu'avec la ressource. Il existe peu de solutions alternatives au prélèvement. N'y a-t-il pas une certaine marge de manœuvre dans nos usages de l'eau? On en parle tellement de ça qu'il faut faire quelque chose, arriver à réduire, C'est pour ça que nous, maintenant, avant, on se lavait une fois par semaine, maintenant, on se lave plus qu'une fois par mois. Alors, on économise l'eau. Tout le monde se retrouve en février en général pour essayer justement de voir qui est prêt par rapport aux sages, qui est prêt à pomper moins, etc. Moi, j'ai des droits à peu près autour de 2200 mètres cubes par an. Il faut savoir qu'un hectare de maraîchage, normalement, c'est 4800 mètres cubes par an. Donc, moi, je travaille sur à peu près un hectare. Donc, voilà, déjà, je ne suis pas dans les clous. Du coup, je suis obligée d'économiser au maximum. J'avais essayé de faire un petit peu d'aspersion très réduite, mais finalement, c'est trop de pertes d'eau. Donc, c'est tout en goutte à goutte. Et évidemment, il y a beaucoup de paille, puisque je dois passer l'équivalent de 10 rounds par an. Et puis, cette année, très exceptionnellement, j'essaye le plastique, c'est complètement à l'encontre de ce que je veux faire. Mais l'année dernière, avec l'énorme chaleur du mois de juin, l'impact a été tellement violent que l'année dernière a été négative, financièrement parlant, et que il faut aussi essayer de gérer les dégâts financiers à un moment donné. En ce qui concerne l'eau potable, il y a deux enjeux principaux. Donc, le principal enjeu, c'est la réfection des rendements de réseau des communes. Sur le bassin du Calavon-Coulon, comme sur de nombreux autres bassins français, le réseau des canalisations est vétuste en sous-sol. Les tuyaux abîmés, poreux, font perdre environ 40% de l'eau qui est acheminée. Un grand programme de réhabilitation est aujourd'hui en cours afin d'améliorer les rendements et encore une fois économiser de l'eau. Le deuxième enjeu, c'est de faire des économies d'eau, comme on dit, à la source, c'est-à-dire au niveau des usages. Et là, à ce moment-là, sont aussi bien concernés les communes, mais aussi les particuliers. Si on arrive à atteindre ce fameux objectif, on va dire un petit peu idéal de 150 litres par jour et par habitant, ça permettrait de faire entre 2 et 4 millions de mètres cubes d'eau économisés à l'échelle du parc du Luberon, donc au-delà du bassin versant du Calavon. Et voilà, sur un territoire qui est dit déficitaire et très dépendant des ressources extérieures, c'est vraiment pas négligeable. Le Calavon-Coulon est une rivière fragile. L'accélération des prélèvements en eau et l'assèchement du climat menacent la vie de la rivière. C'est dans ce contexte que l'Union européenne, via la directive cadre sur l'eau,
va imposer en 2000 aux usagers et gestionnaires de se réunir. Leur travail en commun se concrétise en 2001 par la rédaction d'un premier schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Il porte un objectif clair, promouvoir le retour à un débit d'étiage naturel, non influencé par les prélèvements, dans le but de restituer au cours d'eau sa valeur patrimoniale, tout en préservant les usages actuels. Depuis, les initiatives vers une économie de l'eau se multiplient et les usagers de l'eau deviennent petit à petit acteurs de la gestion de l'eau. J'ai été frappée chez les agriculteurs et certains habitants rencontrés par leur connaissance du milieu et leurs propositions critiques. En prenant place dans les commissions décisionnaires, ils étaient devenus des citoyens éclairés des enjeux de l'eau sur leur territoire. Il m'est alors apparu évident que le meilleur moyen de préserver le Calavon-Coulon passe par la mutualisation des savoirs et notamment la compréhension de son fonctionnement. Serait-ce un retour vers une culture commune de l'eau ? Ne pourrait-on pas y lire un premier pas vers une conciliation entre l'homme et la rivière ? Per un gaudre che fugge una festa. Conosciu ton enfance avant de ta naissance. Avec tes bras courtés de piémontais valents, tes mains de bugadières destrempades de trime, et ton caminard ruf qu'agalicier les ribes, mangiasve tout la marune d'un gros fangas seca. Et pas même de ta vida, qu'une inso qu'un pessu de 1000 ans de siècles, n'en so pas mai qu'une ase qu'a bégu à tes gours. Me donares les idées de viure à ton ostau? Mai gaudo pas même fi finale. Que sies? De que sont tes festes innegades et tes romavages de cementeri d'arbres? Qu'est-ce qu'umburissent de ton sang les terres de mi pace? M'en dit qu'avies fa pace? Pace d'escapamontade? Sucride d'un rusque de ségur sensual? Am une mar secutade per ti legende de gavo en mesca, et tes d'études sages rasvi de ses libertats.